ce que vous dites vous-même, ce n'est pas fini. Le problème n'est pas réglé. Vous citez vous-même l'index mondial de l'esclavage qui rappelle à nos consciences apaisées qu'aujourd'hui, 46 millions d'hommes, de femmes, d'enfants vivent sous la férule de maîtres esclavagistes. Où, vous savez? Pakistan, Inde, dans les pays de l'Asie orientale, aussi dans la Russie, aussi dans les pays arabes et aussi en Afrique, bien sûr. Aujourd'hui, vous pouvez acheter, dans certains pays arabes, pour $50, vous pouvez acheter un esclave. Oui, ce qui est terrible. Et nous ne parlons pas de l'esclavage qui est en ce moment en Libye, des Africains. On va en parler avec Tidiane Ndiaye. Et la cause que vous défendez, vous, Jordi Savall, elle est aujourd'hui utile. Vous conseillez d'agir et d'être présent. Et vous croyez, malgré tout, j'ai envie de dire, à la paix universelle. Et vous voulez l'amour et l'amitié, etc. C'est un rêve d'un idéaliste, là, non? Non, je crois que l'homme est fondamentalement un être humain bon. Il y a seulement des questions qu'il faut savoir quand même. Seulement l'éducation peut faire que les gens deviennent des êtres humains. Pas forcément, regardez les nazis. Oui, ils étaient très éduqués. Bien sûr. Et c'était parmi les plus grands tortionnaires ou responsables de la Shoah ou de la Shoah par balle. Bien sûr. Il faut faire attention. Mais d'abord, la lutte contre l'ignorance et le racisme. Alors, les Arabes, ils ont enrichi les civilisations de toute leur création, leur invention et leurs conquêtes, qui ont été souvent payées cher. Jordi Savall, vous avez été marqué par la traite transatlantique. Nous aussi, nous le sommes. Elle a duré 4 siècles. Mais c'est pendant 14 siècles sans interruption, que les Arabes ont rasié l'Afrique tout entière et surtout l'Afrique du Sud-Sahara. Et c'est pourquoi je suis heureux d'accueillir Tidiane Ndiaye, j'en parle depuis longtemps. Il vient du Sénégal, c'est pour l'émission et pour vous rencontrer tous les deux. Merci d'être là, Tidiane. Bonjour, plaisir. Jordi Savall. Un plaisir. Voilà. L'homme qui met l'histoire en musique, c'est ça. Voilà. Et les drames et les tragédies. Les négriers arabes avaient mis l'Afrique à feu et à sang, avez-vous écrit. Alors bonjour. Et vous allez nous dire à quelle époque. L'esclavage est une tare d'abord de tous les temps et de tous les lieux. Ça, vous le montrez bien. Hein. D'abord, c'était chez les Grecs, les Égyptiens. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette triste page de l'histoire, comme vous le dites, j'ai voulu planter le décor pour expliquer d'abord que c'est après avoir publié 3 ouvrages sur la traite transatlantique que je me suis intéressé à la traite négrière arabo-musulmane. Non sans rappeler que l'exploitation de l'homme par l'homme, la domination de l'homme par l'homme est l'une des caractéristiques fondamentales de l'histoire de l'humanité. Il se trouve que l'esclavage est tout simplement l'un des aspects les plus marquants. Chez les Grecs, par exemple, grâce à Théophraste, nous savons qu'à Athènes, il était pratiquement déshonorant de ne pas posséder d'esclaves parmi ses serviteurs. Les Romains l'ont pratiqué aussi en grand. Il y aura jusqu'à 3 millions d'esclaves à Rome. En Italie, et vous rappelez que l'esclavage fut béni et légalisé par Saint Paul, Saint Augustin et par Aristote. Ce qui explique qu'il y aura jusqu'à 3 millions d'esclaves en Italie, soit 30% de la population. Mais dans une période plus récente, les Slaves, c'est-à-dire ce nom que les Arabes donnaient aux esclaves blancs, d'où est venu le mot esclave, d'ailleurs, slave. Ils étaient très nombreux sur les marchés jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs. Ça a duré, ils ont toute l'époque carolingienne, sous les monarques saxons Henri Loiseleur et Othon Ier. Parce que ce sont les Marseillais, les Vénitiens qui allaient les raser dans les régions d'Europe centrale et d'Europe de l'Est pour aller les vendre aux Arabes. Donc c'est pas attendez, vous allez voir la progression. La progression. Il a fallu l'émergence d'États militairement puissants en Europe de l'Ouest et l'arrêt de l'expansion islamique aux Pyrénées pour que ça s'arrête. Et par la suite, c'est du fait de ce déficit en esclaves blancs que les arabo-musulmans vont se tourner massivement vers les peuples d'Afrique. Donc les arabo-musulmans n'ont pas inventé les traites des Noirs, mais ils lui ont donné toutes, et c'est votre certitude historique, ils lui ont donné toute leur ampleur. Est-ce qu'on sait, on a parlé tout à l'heure de chiffres, pour avoir une idée. Jordi disait tout à l'heure, 25-30 millions les traites transatlantiques.
Est-ce que d'abord c'est ça? Non, ce sont des chiffres. Vous savez, Jordi. Il y a beaucoup de chiffres fantaisistes qui ont été avancés. Les derniers chiffres des historiens. Les navires qui transportaient des captifs africains vers le Nouveau Monde tenaient une sorte de comptabilité de statistiques. Alors, quand on veut travailler sur une source, il faudrait pouvoir croiser ce genre de variables qui sont déjà écrites. Alors, pour ce qui est de la traite transatlantique, j'ai fait une synthèse des travaux existants. Alors là, on se trouve dans une fourchette entre 9,6 millions et 11 millions de captifs arrivés à bon port. Et ça veut dire qu'il y a des morts aussi. Oui, attendez, je parlais de dégâts collatéraux. À savoir que pour un captif arrivé à bon port, il faut compter 3 morts du fait des guerres d'approvisionnement, des incendies des villages, des incendies des greniers, plus les épidémies qui ont suivi. Donc on rejoint le chiffre que donne Jordi Sabat. Et alors, la traite arabe... Il y a une chose qu'il faut se rappeler, tout ça, ça n'était pas possible sans l'aide des mêmes Africains. Oui, ça, on le dit. Ils ont la plupart des rabatteurs qui livraient les captifs noirs ou négriers étaient aussi des Noirs. Il le dit. Si les razzias n'étaient pas faites par les négriers étrangers, il y avait tout un ramassis de renégats qui rasiaient les villages pour... Résultat... Il y avait des champs dans le Congo qui gardaient les esclaves et concentrés pour les fournir quand les bateaux arrivaient. Alors la traite négrière arabo-musulmane, c'est 13 siècles ou 14 siècles et combien? Là, c'est autre chose. Là, nous parlons de la transatlantique. Oui, Atlantique, mais avant, 7e siècle, et peut-être maintenant 14e. Ça continue. Ça alors combien? Jamais arrêté. Alors là, rien que j'ai dû croiser des variables. D'abord, à partir, parce que vous savez que ce n'est pas les mêmes sources. Tout à l'heure, nous disions que sur la traite transatlantique, il y avait une comptabilité tenue par des bateaux, etc. Alors que dans la traite négrière arabo-musulmane, j'ai dû croiser des variables, comme des témoignages directs d'explorateurs, Stanley, comme le docteur Livingstone, Monseigneur Lavisuet, et aussi les témoignages de marchands d'esclaves, des Arabes qui opéraient à partir des centres de fabrication de nuque. Alors là, les chiffres sont exorbitants. Rien que pour le Sahara, on estime que 9 millions de captifs africains ont été transportés dans des conditions particulièrement inhumaines, dont 2 millions sont restés en marge du désert. Ça, c'est la traite transaérienne. Ce qu'on appelle la traite orientale, c'est-à-dire celle qui se déroulait dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, on évalue à 8 millions le nombre de victimes. Donc, dans l'estimation haute, on arrive à 17 millions de captifs africains morts, castrés ou déportés par les Arabes. Alors justement, comment ils procédaient, ces chasseurs d'hommes? Quelles étaient leurs techniques de chasse? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Racontez. Des razzias. Il faut savoir que, par exemple, l'une des civilisations africaines qui a été détruite par les arabo-musulmans, c'est l'empire de Ghana. La première incursion en grand des troupes arabes, ça a été le saccage de Koumbi Saleh, la capitale de l'empire de Ghana. Donc, pour la première fois, ils ont pénétré presque jusqu'à l'intérieur. Et par la suite, ils sont revenus avec de l'or, c'est sûr, ce qui les intéressait, mais avec beaucoup d'esclaves. C'est ainsi que la traite en grand a pu être organisée parce qu'ils connaissaient avec leurs auxiliaires, c'est-à-dire les Maghrébins, qui ne sont pas des Arabes. En fait, beaucoup sont des Berbères. Mais la traite arabe a eu comme, si vous voulez, collaborateurs, des complices du nord de l'Afrique, mais de l'intérieur de l'Afrique aussi. Oui, alors il y a des massacres dans les villages. Ensuite, ils enchaînaient les survivants. Ils faisaient des caravanes. Ils leur faisaient traverser tout le désert. Et vous citez des auteurs et des explorateurs occidentaux qui disaient on voit la trace à travers des cadavres les cadavres, le sable a recouvert aujourd'hui, d'où l'impossibilité de réclamer, de parler de réparation, etc. Donc j'ai dû aller chercher des sources un peu plus loin pour pouvoir en parler. Mais vous citez aussi des résistances. Il y a eu 2 types de résistances. À un moment, les femmes de tous les milieux, de tous âges, qui ont livré bataille contre ces conquérants ou ces envahisseurs enturbanés. Tout dépend des régions aussi. Par exemple, au sud, vous avez un grand résistant comme Shaka Zulu qui avait mis en place une redoutable arme guerrière qui a obligé les Anglais à rester armés aux pieds et qui a empêché, qui a découragé les Arabes. Du moins, leur première tentative par le sud a échoué. Parce que la mouche zézé, du fait de la mouche zézé qui tue les chevaux,
Donc la deuxième seulement qui a réussi, c'est-à-dire à partir de l'invasion arabe de l'Égypte au 7e siècle, au cours de la première expansion islamique. Donc les femmes ont résisté, mais elles ont perdu. Et elles ont été massacrées. Et vous m'avez raconté même, et vous le dites, ce sont les femmes de Nder. Mais je veux dire elles ont préféré le suicide face aux morts qui voulaient pas forcément les enchaîner. Elles ont préféré la mort à l'esclavage. C'est le cas de leur rendre hommage. Ça s'appelle les femmes de Nder. Voilà. J'aurais aimé que l'histoire n'oublie jamais leur nom. Les femmes. Et là, on leur rend hommage. Et vous rappelez que, puisque souvent ça s'est fait avec le Coran, le prophète Mahomet disait dans un de ses hadiths que vous citez, le pire des hommes est celui qui vend des hommes. Mais pourtant, ils en ont vendu. Le problème est que toutes les religions monothéistes ont hérité de l'esclavage. Certains ont géré comme ils voulaient. La controverse de Valladolid, je crois que l'Église, là, a été un des acteurs. Là où le Bartholoméo de Las Casas a obtenu sans doute l'abolition de l'esclavage des Indiens, mais c'est les nègres qui en ont fait les frais par la suite. Alors, pour ce qui est de l'islam, l'islam aussi, le prophète Mohammed a hérité de l'esclavage. Bon, l'histoire nous rapporte qu'il possédait des esclaves lui-même, mais il recommandait un traitement. Mais c'est cela l'islam. L'esclavage n'est pas du fait de l'islam, mais l'islam légifère sans jamais remettre en question. Mais nous, au XVIIIe siècle, les Voltaire, Diderot, tous ceux dont on parlait tout à l'heure du siècle des Lumières, ont condamné, mais certains, Voltaire possédait des esclaves. Ils ont pratiqué quelque chose, ils avaient des esclaves. Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, l'a dénoncé, l'abbé Pierre, mais Voltaire et d'autres possédaient des esclaves. Vous savez que c'est presque un scandale de dire les arabo-musulmans ont tué plus que les Occidentaux. Les deux doivent être condamnés définitivement. C'est la réalité, parce que je veux bien qu'on parle de commémoration, mais on braque toujours les projecteurs sur la traite transatlantique, alors que la traite négrière arabo-musulmane a été la plus longue de calamités dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans interruption. Elle a opéré une ponction humaine qui est largement Mais ça, on ne le dit pas. Longtemps, c'était un scandale de le dire. Oui. Là, Jean-Pierre, vous faites de la provocation. Oui, c'est aussi mon rôle. Mais ce qui est intéressant à travers vous et en même temps votre livre qui a fait des petits, on voit que les intellectuels africains commencent à se libérer de ce que vous avez appelé, ce qu'il a appelé le syndrome de Stockholm. Ils sont presque timides devant leur bourreau. Maintenant, ils ouvrent la parole et on espère qu'ils vont presque gueuler. Mais vous vous rendez compte que ça crée presque un scandale de montrer le calvaire des Noirs par des Noirs et par les Arabes. C'est toujours cette histoire de solidarité religieuse. L'Afrique compte aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans. On dirait que les descendants des victimes n'ont pas envie d'accuser les descendants des bourreaux. Et tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Il y a partout un peu quelquefois un besoin de ne pas remuer trop les choses. Il ne faut pas les remuer, mais dans certains cas, oui. Parce que vous dites les routes de l'esclavage, 1444, mais pendant ce temps-là, depuis le 7e siècle, d'après ce qu'on raconte lui et les Africains, on a zigouillé, rasié et on va voir massacré. Je me suis concentré sur la traite atlantique. Oui, l'Atlantique. Mais on parle dans le livre aussi justement, de la traite. Vous le faites. Quelle est votre légitimité? Parce que vous êtes noir, vous pouvez le faire. Non, je pense qu'un chercheur, certains m'associeront, forcément. Par rapport à mon collègue, le professeur Petro Grenouillot, je peux passer pour être plus crédible, puisque je suis noir, ça se voit, je ne peux pas le cacher. Vous ne voulez pas le cacher d'ailleurs. Je suis africain et musulman. Bon, pour un chercheur objectif, je pense qu'on ne pourrait pas m'accuser de vouloir atténuer un peu, ou plutôt laver la mémoire des Occidentaux, ni non plus viser directement les arabo-musulmans. Non, j'ai fait un travail de chercheur. Je me suis efforcé d'être le plus objectif possible pour ouvrir un débat. Alors, et vous écrivez que c'est la colonisation des Européens qui a vraiment mis fin à la traite arabo-musulmane. Ça, c'est encore un paradoxe qui doit valoir des cris scandaleux. Non, c'est-à-dire que de manière empirique, on ne peut pas véritablement juger la colonisation, toute l'époque de la colonisation, par rapport à un ou deux événements ou des événements isolés. En revanche, cet événement-là, isolé, est très important. C'est bien la colonisation européenne, anglaise et française, plus française qu'anglaise,
puisque en France, ils ont joué le jeu. Il y a eu même des villages de liberté qui étaient créés par le colonel Archinard. Alors que de l'autre côté, les Anglais laissaient passer en fait les bouts, parce qu'ils avaient peur de se fâcher avec les Arabes qui auraient pu leur couper la route des Indes. Vous voyez, c'est un peu plus ambigu. Alors pourquoi cette hostilité dont vous dites qu'elle reste actuelle du monde, regardez ce qu'il dit, arabo-musulman à l'égard des Noirs, qui sont ou seraient, je ferai attention, qui seraient considérés comme des êtres inférieurs? Parce que vous l'avez un peu expliqué en partie. Parce qu'au moment de la traite négrière transatlantique, des voix puissantes s'étaient élevées. On a cité tout à l'heure Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, l'abbé Grégoire, Montesquieu, etc. Mais dans le monde arabo-musulman, on ne trouve pas trace de ce genre de protestation. À savoir que des érudits très respectés comme Ibn Khaldoun, qui était le savant arabe le plus connu du XIVe siècle, cet homme avançait l'idée selon laquelle les seuls peuples adaptés à l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, et que leur place se situe au stade animal. Alors, devant de telles inepties de Ibn Khaldoun et d'autres penseurs de la même mouvance, il ne se trouvait pas une seule voix sérieuse dans le monde arabe pour défendre la cause des Noirs. Parce que les intellectuels, dans leur quasi-totalité, étaient marginalisés sur la question et avaient abdiqué face aux obscurantistes et aux doctrinaires de la foi. Non, il ne faut pas oublier qu'Aristote dit que le monde est divisé en deux. Les maîtres et les esclaves. C'était encore à une période beaucoup plus reculée. Tidiane dit que à partir du 8e siècle, le mot arabe qui signifiait esclave était synonyme de noir. Est-ce que c'est vrai, ça? Je crois, franchement, quand j'expliquais tout à l'heure que dans l'inconscient collectif, j'ai donné les raisons pour lesquelles l'inconscient collectif de ces Arabes est toujours pollué par ces prises de position philosophiques de Ibn Khaldoun et autres qui avaient permis de rationaliser ce trafic et de faire accepter au peuple arabo-musulman les traitements inhumains que subissaient les Noirs. Et cela, comme il n'y a jamais eu de débat. D'accord, ça c'est le passé. Il n'y a jamais eu de débat jusqu'ici, ce qui fait qu'on n'a pas amené ces peuples à prendre conscience de cette sinistre page du passé. Il suffit aujourd'hui d'observer le traitement qui est fait aux Noirs dans les pays du Maghreb ou ailleurs. Lynchage, ratonnade policière, mise à mort. Ils subissent des humiliations et un racisme. Et un racisme quotidien. Vous avez en Libye des réfugiés soudanais qui sont originaires du Darfour. Vous vous rendez compte, c'est pauvres ce qu'ils ont subi là-bas. Et d'autres Soudanais tchadiens. Ils sont égorgés en Libye s'ils ne sont pas vendus dans des marchés. Ça demeure. Ça demeure, où on les vend dans les marchés. Et vous pensez que les migrants, ils sont aussi victimes de négriers dans les trafics de population? Mais bien sûr. Et pour conclure, je dirais que toutes ces calamités, ce racisme culturel anti-noir chez les Arabes, ce sont en fait des métastases de l'ignorance. D'où la nécessité par l'éducation d'amener ces peuples, dès l'école primaire déjà, à essayer de retraiter. Mais je veux dire encore deux choses. Vers où étaient transportés les Noirs à cette époque, entre le 7e et le... La traite transatlantique... la transatlantique, mais avant, vers le Maghreb, le Proche-Orient. La transsaharienne passe par l'Égypte. Vous voyez, les pays du Maghreb et l'Égypte. L'autre, l'oriental, qui partait notamment de Zanzibar vers la péninsule arabique. Ouais. Zanzibar, vous dites que ça veut dire le littoral des Noirs, si on le traduit. Alors, on voit ce qu'ils en faisaient quand c'était des femmes. Ça, et surtout quand elles étaient belles, elles avaient de la valeur. Etc. Les eunuques gardaient les harèmes. Vous dites la tragédie des eunuques. Ça, les eunuques, on va les entendre après c'est dans la tradition ottomane aussi. Comme les castrats, etc. Mais avant, les eunuques, 8 ans, 12 ans, et qu'est-ce qu'on leur faisait? Voilà, c'était là où, du moins, ça pouvait être moins dangereux, alors qu'en réalité, l'opération emportait entre 75 et 80% des patients. Voilà pourquoi j'ai titré cet ouvrage, Le génocide voilé. Parce que là, si on a juste une minute, je pourrais dire que pour la transatlantique, aujourd'hui, il y a 70 millions de descendants ou de métis d'Africains qui peuplent le Nouveau Monde, des États-Unis au Brésil. Donc il n'y a pas eu de génocide. Passant par, forcément, la volonté de détruire un peuple n'y est pas prouvée. C'est ce qui explique ces chiffres élevés, alors que de l'autre côté... Ils servaient au travail, à la productivité économique. Très peu ont réussi à survivre en terre d'Israël. Oui. Et dernière chose, quand vous dites les eunuques, etc., vous dites carrément c'est une extinction ethnique programmée.
Par castration massive. Ouais. Et vous racontez, je ne veux pas entrer dans les détails, mais dans certains cas, chez ces malheureux gamins de 8 à 12 ans, la castration, l'ablation des testicules et la plaie était soignée avec du beurre. Ah, du beurre. Bon. C'était des taux de mortalité absolument effroyables. Il y a à l'Institut du monde arabe, je vais dire, même si je me fais engueuler, à l'Institut du monde arabe, il y a une exposition réussie sur les trésors de l'islam en Afrique. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Écoutez, nous traitons aujourd'hui des crimes arabo-musulmans qui sont, à mon avis, les pires de l'histoire, plus de 13 siècles sans interruption. Pour ce qui est du côté des atlantistes, la France a été jusqu'à faire voter une loi pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. De l'autre côté, c'est-à-dire dans les pays islamiques, c'est le silence total, comme si cela n'existait pas. Alors, je veux bien qu'on me parle des merveilles de l'islam en Afrique, mais très franchement, j'aimerais qu'on commence d'abord par régler ce contentieux. Et vous le faites au nom de la justice, de la mémoire, comme dit Jordi Savall, de la vérité et en même temps de la dignité de l'Afrique qui se prend en main elle-même continent d'avenir. Vous paraissez ému par ce qu'il raconte. Mais je trouve ça... Je connaissais déjà qu'il y avait cette histoire, pas dans les détails, mais je pense que c'est vraiment une des graves situations que nous avons aujourd'hui, le fait que nous ignorons des choses fondamentales. Je pense que pour que l'avenir soit meilleur, il faut connaître l'histoire. Oui, vous dites vous-même, oublier, c'est mourir. Oui. Donc, c'est notre... Elie Wiesel, qui ignore son passé, s'expose à ce qu'il revient. Alors, mais vous avez votre histoire. Je vois que vous continuez à écrire, par exemple, Le jaune et le noir chez Gallimard. Le jaune et le noir, c'était le précédent livre. C'est le chinois en Afrique et le noir. Et il y a l'autre, l'appel de la lune, c'est le roman. Et vous avez votre histoire. Vous êtes né sous Franco, hein, avec un père républicain recherché qui se réfugiait en Catalogne. Votre Catalogne, vive la Catalogne. Et aujourd'hui, vous êtes tellement la musique, si j'ai envie de dire, qu'on vous imagine né avec un violoncelle ou avec une viole. Et c'est pas ça. Vous n'êtes pas né avec la musique. Non. Moi, j'ai découvert la musique, par exemple, grâce à ma mère, qu'elle chantait très bien. J'ai été petit chanteur et c'est là que me suis baigné dans la musique en chantant. Et à 15 ans, j'ai découvert le violoncelle. Par un hasard. Mais avant ça, vous racontez que vous avez quitté l'école à 14 ans, je ne vais pas revenir là-dessus. Oui. Mais c'est pour dire le monument Jordi Savall. Mais à 14 ans, vous racontez, quand vous quittez l'école, c'est d'abord la rue qui vous attire. Oui, j'ai travaillé dans une fabrique pour gagner ma vie, parce que ma famille était pauvre. Et c'est en étudiant dans les conservatoires que j'ai découvert, en écoutant une répétition de Requiem de Mozart, la beauté de la musique. Et je me suis dit, si la musique a ce pouvoir d'émouvoir, j'aimerais bien être musicien. J'ai acheté un violoncelle et j'ai commencé à étudier le violoncelle et c'est ça qui m'a sauvé. Le violoncelle et après la viole de gamme. Absolument, parce que les premières pièces que j'ai achetées dans un magasin de musique, c'était des pièces pour la viole de gamme que j'ai jouées sur le violoncelle. Et 9 ans plus tard, je découvre à la Bibliothèque nationale de Paris les livres, les pièces de viole de Marat Marais, de Couperin, de Sainte-Colombe, de toutes ces merveilles. Et je me suis dit, comment c'est possible que tout ça dort dans l'oubli? Vous êtes attaché à votre viole et vous l'avez fait renaître comme instrument de musique. Bon, je ne suis pas le seul, mais j'ai quand même éprouvé une grande amour pour cet instrument qui est un instrument qui parle dans le même niveau que la voix humaine. Et je vous donne un exemple. Regardez par exemple la Passion selon Saint Jean de Bach. Le seul moment où la viole de gambe joue, quand Jésus meurt. Es ist vollbracht. Tout est fini. Bach connaissait la capacité expressive de la viole et il l'a fait jouer pour décrire l'émotion de la mort de Jésus. Et ça, c'est la qualité de cet instrument. Et c'est ça qui a fait aussi qu'à la fin du XVIIIe siècle, elle n'était plus jouée. On va l'écouter avec vous. Il joue de la viole de gambe. Senza veda cucurumbe, alangandanga cucurumbe, alangandanga cucurumbe. Senza veda cucurumbe, alangandanga Mantenga vostra merce, mantenga vostra merce. Sove come Gianna sino a Gianni, io sto da Madrino. Sama bella sulla cimenta.
Mais il y a différentes violes de gambe aussi. La viole de gambe qu'on connaît à travers de la musique baroque, c'est la basse qui était l'instrument soliste, et celle qu'on a à côté, c'est une viole de gambe soprano et même une viole de gambe renaissance. Ouais. Mais vous les faites même reconstruire, vous veillez à ce qu'elles soient fabriquées. Aujourd'hui, on a des bons constructeurs. Celle que j'ai jouée là, c'est un instrument de 1500. Vous ne faites jamais d'infidélité? Elle vous accompagne tout le temps? Bien sûr, toujours. Et quand vous prenez l'avion, elle est assise à côté de vous là? Bien sûr. La seule infidélité, c'est quand je dirige. À la meilleure place, ah oui. Ah oui. Ouais, ouais. Et il y a de plus en plus de musiciens aujourd'hui de viole de gambe, formés par Saval. J'ai enseigné pendant 25 ans, il y a beaucoup de très bons musiciens de violonistes dans le monde. Aujourd'hui, je vais vite, plus de 40 ans de vie consacrée à la musique. Vous, et celle qui a été votre femme longtemps, Montserrat Figueras, que je cite, et on l'avait entendu chanter, vous avez créé ensemble le festival qui est devenu le festival de l'abbaye de Fontfroide, pour justement célébrer le dialogue. Le festival de musique histoire, oui. Ouais, le dialogue entre les cultures. Et cette année, vous êtes présent à Paris, à Versailles, et en France, vous avez inauguré l'Opéra Comique avec Alcyone. C'est vous qui avez dirigé Alcyone du compositeur Marais. Et vous avez raconté qu'à l'âge de 18-19 ans, il était un musicien, Marais, de Lully. Bien sûr. Marais était fils de cordonnier. Il était aussi dans une petite chœur. Il a pris la viole de gambe très tôt. Et Lully l'a choisi d'être très jeune pour jouer la viole de gambe et aussi plus tard pour diriger l'orchestre. La presse dit qu'Alcyone triomphe à Paris. Je peux en être le témoin parce que je l'ai vu au moins une fois et que je le verrai une deuxième volontiers. Vous êtes comme dans le spectacle, vous avez traversé des tempêtes. Et vous en êtes souvent sorti vainqueur. On entend, il y a la tempête dans un des actes d'Alcyone. Il paraît que c'était un tube pendant des siècles. C'est une tempête qui a causé une grande surprise parce qu'il traite l'orchestre avec une grande imagination et ça a donné un effet extraordinaire. Alcyone est joué devant Louis XIV, hein, vous pouvez nous le faire écouter, Philippe Lallemand et Jeanne Fernier. Il est joué devant Louis XIV qui avait disparu des scènes de l'opéra. Et j'ai vu là encore, c'est une sorte de restauration et de renaissance. C'est un couple amoureux, c'est la rivalité, la jalousie. La jalousie, ce sont les dieux qui les vents. Qui essayent d'aider une à cause de l'autre. Mais ça finit toujours par un acte de réconciliation. Mais il croit. Tidiane, il croit que la musique peut réconcilier et qu'elle peut changer le monde. Vous n'êtes pas trop optimiste? Non, non. Je crois que la musique, c'est peut-être de toutes les arts, celle qui nous touche le plus profondément. Et je crois que quand il y a la musique dans une groupe de personnes, il n'y a pas de racisme dans les jeunes. Je pense que la musique, quand c'est pas seulement vous avez parlé avant des nazis, non? La musique, n'importe quel art, quand elle est seulement touchée par le côté esthétique, ça peut être déshumanisant. Mais si on est touché par le côté spirituel aussi de la beauté, là, ça change. Wagner, c'était... Il y avait Wagner avant, mais il y avait les Furtwängler, les Karajan, etc. Qu'est-ce qu'ils ils étaient complices. Ou alors ce sont les musiciens. Quand la musique est vue seulement du côté... Oui, les staliniens aussi. Hein. Les Stalines aussi, c'est de côté. Tout ça vient du facteur. Quand on sépare la spiritualité de la beauté, c'est là qu'on arrive à cette déformation. Et je veux dire, pour terminer avec vous, Tidiane, vous dites il ne s'agit pas de crier vengeance, et vous aussi d'ailleurs, pour le sang qui a été versé. Lui, il est africain, il est noir, elle l'a subi sur lui et ses ancêtres. Mais vous dites de demander que ces horreurs faites par les Blancs catholiques, les Arabo-musulmans et les Noirs eux-mêmes ne sombrent pas dans l'oubli. On rejoint ce qu'il disait tout à l'heure. Vous réclamez justice, comme Jordi Savall. Ce que j'aurais aimé simplement, c'est que si mes travaux réussissent à ouvrir un débat, mais par une reconnaissance franche et officielle de cette page, de cette sinistre page du passé. Si autrement, on ne pourra tirer aucun enseignement de ce passé qui pollue encore la vision arabe de l'homme noir.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand il y a un conflit, quand il y a une injustice, il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas acceptation des faits. Voilà. C'est la reconnaissance des faits. La première chose. C'est pour ça que le conflit en Palestine ne se résoudront jamais tant que les deux parties, il n'y a pas une reconnaissance. Je voulais justement citer Daniel Barenboim, qui a créé et fait jouer non seulement un orchestre mixte de Palestiniens et d'Israéliens. Et vous aidez des réfugiés qui viennent de Syrie ou d'Irak à jouer de la musique, parce que la musique, elle peut, je ne sais pas ce qu'elle peut faire contre les dictateurs, les Staline, Pol Pot, Daesh et Bachar el-Assad, mais en tout cas, elle peut rapprocher, et vous y croyez, vous organisez les dialogues les plus inattendus entre cultures. Mais la musique, ça donne déjà d'avoir de la dignité aux personnes qui font la musique. Pouvoir s'exprimer avec ce qu'ils savent faire et pouvoir gagner sa vie, ça donne de la dignité. Je pense que c'est fondamental. Dans ce monde que nous vivons, où on ne respecte plus rien, je pense que c'est... C'était extraordinaire de vous voir tous les deux, parce que vous complétez du 7e siècle au 21e l'histoire de l'esclavage et de la lutte pour l'abolition de l'esclavage, et qui vous montrez bien tous les deux que ça n'en finit pas et qu'il faut laisser ce dialogue ouvert. Et vous... Aussi simple qu'il faudrait que les personnes qui nous écoutent se réfléchissent avant d'acheter une chemise, avant d'acheter quelque chose, de penser si ça n'était pas fait par des enfants dans un travail d'esclavage. Vous savez, on aide sans le savoir on maintient les dictatures de l'esclavage en Pakistan, en Inde, dans d'autres endroits où il y a des enfants qui travaillent dans des conditions d'esclavage. Et ça, c'est grâce à notre économie qui achète des choses qui sont beaucoup plus bon marché. Il faut être conscient de ça. Ensemble, vous montrez à la fois la nécessité de la musique, de l'art, de la culture pour rapprocher, et en même temps pour dénoncer sur scène, en utilisant au-delà des peurs et des malheurs, vous montrez l'énergie, la joie et la caricature des peuples contre les bourreaux. Comme ici, on va le montrer, c'est la danse au Mexique de l'iguane, où il y a une sorte de caricature. On va terminer l'émission avec la musique, et je vous remercie tous les deux d'y avoir participé à la Bibliothèque Médicis. C'est un moment privilégié avec vous, mais en même temps, dans la caricature, dans la dénonciation, et avec, je ne sais pas, on va le voir, avec une force et un humour magnifique, comme une révolte, une rébellion. C'est les descendants des esclaves. Ces esclaves n'étaient plus des esclaves. Donc c'est la mémoire des rythmes, des choses du passé qui existent aujourd'hui. Et pourquoi vous pensez que vous avez eu des ancêtres, peut-être, qui ont été trimballés d'un endroit à l'autre? Non, malheureusement. Et je n'ai pas eu l'occasion, puisque comme chercheur, je ne peux pas m'impliquer de façon tout à fait objective, mais je suis au croisement de deux grandes familles nobles du Sénégal, aussi bien par la ligne paternelle que maternelle, donc aucun des membres de ma famille n'a dû être transporté. Sans doute, peut-être... Ils n'ont pas été complices des razzias, non? Non. Forcément, beaucoup de monarques africains étaient non pas des razzias, mais étaient complices, en tout cas, avaient laissé faire. Votre arrière-grand-papa était complice? Non, mon grand-père, déjà, Amandia Genoa, était membre du conseil colonial français. Mon père, qui a été formé aussi à l'école des fils de chef de Saint-Louis, avait aussi les mêmes fonctions, mais l'esclavage était aboli, en tout cas au moment où ils étaient en place. Merci à vous deux. Et on est